L'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Dans cette vidéo, vous allez entrer au cœur d'une étonnante histoire où l'art est indissociable de l'existence, de la vie d'un peintre depuis sa jeunesse. Vous allez lire et écouter une expérience peu commune qui prouve que peindre est un acte d'amour pour toujours. Remontons le temps. J'aime peindre mon pays. Tout ce qui entoure l'abbaye de Solesmes n'est qu'enchantement. À 16 ans, j'ai fait cette toute petite toile pleine de poésie, installée à bord d'une barque de pêcheurs amarrée au bord de la rivière. Au loin se dessine le village dans toute sa fraîcheur. Un peu plus tard, j'avais posé mon matériel, bien rudimentaire, de jeune peintre, sous le pont de Solesmes en marbre noir, une vue caractéristique connue de tout le monde, pour peindre l'abbaye dans sa totalité. L'imposant édifice, sorte de burg, dans l'esprit du mont Saint-Michel, dominant les rives de la rivière, est moderne. Il ne date que de la fin du XIXe siècle, et son aile vers l'est vient à peine d'être construite. L'ensemble vu sous cet angle est très impressionnant. Dans ce petit tableau fait sur carton entoilé, hélas plié en deux, on sent le souci du détail architectural, tel que je l'ai repris dans la grande toile vue des vestiges de la marbrerie. J'étais encore très influencé par mon professeur de dessin, le sculpteur Raymond Dubois, dont l'atelier n'était qu'à quelques mètres de cet endroit. Il était une fois un manoir en Normandie. Dans ce manoir, des toiles accrochées au mur et l'une d'entre elles représentait l'abbaye de Solesmes sous une vue curieuse. Le peintre avait choisi comme cadre l'intérieur d'une vaste ouverture en pierre, non pas une fenêtre, mais une des nombreuses ouvertures des murs en ruine qui, au siècle passé, étaient ceux d'une imposante marbrerie dont les énormes roues à aubes étaient entraînées par cette rivière, la Sarthe. C'était la marbrerie Saint-Clément, installée sur une île du même nom, juste en face de l'abbaye. Un endroit un peu hors du monde, pas facile d'accès, mais un lieu extraordinaire pour venir planter son chevalet et peindre cette majestueuse abbaye à travers les frondaisons de l'autre côté de l'eau. Voilà, le décor est planté à son tour, le tableau a été peint et sommeille tranquillement à plus de 200 km de son lieu de naissance, en 1966. Et l'histoire de ce tableau va devenir mon histoire, un peu dans la manière poétique dont je vous en raconte plusieurs dans mes autres vidéos, et ici, absolument rien n'est inventé. D'ailleurs, quand j'écris des contes, des nouvelles, des petites histoires, il y a toujours un fond de vérité. Il y a quelques années, après des errances dont la vie se plaît à compliquer l'existence des gens qui s'aiment, je retrouve mes deux sœurs et la plus jeune habite justement ce beau manoir normand qui se trouve assez proche de mon nouveau domicile à Lisieux. Ce tableau est là, devant moi, perdu de vue depuis plus d'un demi-siècle. Il n'est ni daté ni signé, mais son authentification est absolue et sans erreur possible. Les deux seules personnes au monde qui peuvent le prouver sont devant, ma sœur et le peintre, moi. Au cours de quelques jours de vacances, nous allions dans les ruines d'une marbrerie au bord de la Sarthe, et là, enchâssée dans une ouverture couverte de lierre, l'abbaye de Solesmes apparaissait comme un merveilleux symbole de paix. Alors, pendant que je peignais, ma sœur travaillait sur sa broderie, nous étions seuls au monde pendant quelques heures. Je ne pouvais pas savoir qu'elle avait, toute sa vie, conservé cette toile qui pourtant était restée dans ma mémoire. Ce tableau, que je viens de terminer en mars 2022, contient au milieu de ses coups de brosse et de couteau une bien étrange histoire. Je pourrais vous donner, comme je fais dans mes autres vidéos, des détails habituels sur son exécution sans doute, mais là, je suis obligé de vous faire participer à une curieuse aventure qui, pour un peintre, n'arrive pas tous les jours. Cette toile, dont vous allez découvrir les petits secrets, représente l'abbaye de Solesmes au bord de la Sarthe, une si belle rivière qui a vu s'écouler toute mon enfance heureuse. Cette abbaye bénédictine a aussi été le décor familier de toutes les promenades familiales qui le dimanche nous emmenaient à pied le long des berges. Et les souvenirs sont si nombreux qu'ils sortent du cadre de cette histoire, où l'art s'en est mêlé. Le plus singulier est que cette toile est en quelque sorte
la sœur jumelle d'une autre si ce n'était que l'une est née en 1966 et celle-ci en 2022. Alors, c'est là que l'histoire devient mouvementée. Dans mon atelier, vous voyez deux toiles qui se ressemblent un peu. Celle de droite, de 1966, demandait un nettoyage et une petite restauration. Comme je l'avais exécutée presque entièrement au couteau sur des dessous pas très bien préparés, je précise, pas d'ébauche suffisante pour une peinture à l'huile, des éclats de RAW trop importants s'étaient produits en quelques endroits. Donc, j'ai réparé tout ça et l'incroyable est que j'ai utilisé le même couteau que celui déjà utilisé à l'époque. Outil toujours dans ma boîte de couleurs. Pour rendre le tableau dans son état d'origine, j'ai fini la restauration par un vernis soyeux au copal. Aujourd'hui, il a retrouvé son accrochage au mur de son manoir normand et c'est pour toujours, je pense. Il me reste à vous expliquer le plus merveilleux. Au cours de l'été 2021, je vais faire une petite excursion dans mon pays de Sablé comme je fais de temps en temps, et, inévitablement, une visite à Solesmes, indispensable. Ces paysages sont mes sources. Une idée me vient, essayer de revoir le lieu exact où j'avais peint l'abbaye à travers les ruines de la Marbrerie, impossible. Le passage sur l'écluse qui permet d'accéder à l'île Saint-Clément où à l'extrémité sont ses vestiges, maintenant envahis par la végétation, est désormais interdit. Toute cette île est devenue propriété privée de l'abbaye juste en face de l'autre côté de la rivière. Qu'à cela ne tienne, je vais à l'abbaye rencontrer le père bénédictin en charge du patrimoine et je lui explique ma petite histoire d'enfance. Alors, avec la plus grande amabilité, il enfourche son vélo et nous voici engagés vers ce but incroyable, ouverture de la grille d'accès et visite de ces ruines inaccessibles. Et ce qui est étonnant, au milieu de ces ruines, c'est cet isolement du monde, la végétation a beaucoup poussé et créé un écran de verdure qui incite presque au recueillement, à la méditation, une thébaïde, une impression vraiment étrange. L'abbaye est un peu cachée, mais je découvre encore une vue satisfaisante et je demande ensuite l'autorisation de pouvoir faire une nouvelle toile, dans le même esprit qu'en 1966, avec cependant une plus nette empreinte impressionniste puisque c'est vraiment ma manière de peindre. Ce moine est un homme très ouvert et j'ai toute l'attitude pour réaliser mon rêve, qu'il en soit encore remercié. Pour cette nouvelle composition, j'ai modifié un peu le cadrage de l'ouverture avec une asymétrie pour éviter cet effet fenêtre. Je n'ai pas reproduit la barre transversale si caractéristique mais gênante. Et surtout, il ne s'agissait pas du tout de refaire une copie servile, ce qui aurait été stupide et sans grand intérêt. Cette partie de l'abbaye est le prolongement vers l'ouest de la vue de ma première toile, la seule d'ailleurs maintenant bien visible à travers les arbres. L'exécution est à la fois au couteau à peindre et à la brosse, un travail à l'huile dans les bonnes règles cette fois. Au cours de ces 55 dernières années, j'ai appris à peindre plus consciencieusement. J'attends un peu de séchage pour voir si des glacis sont nécessaires, une grande part du travail est fait de rehaut en frottis. Cette deuxième toile, un genre remake, n'est pas du tout travaillée comme la première. L'enduit est un gesso, plus absorbant, les couleurs à l'huile de meilleure qualité. Une préparation du fond en rouge, à base de lavis très dilué à l'essence de térébenthine, est ensuite nourrie par cette ébauche en couleur brossée rapidement pour constituer la nouvelle composition solide. Sur la toile de 1966, vous remarquez une finesse des détails, ce que j'évite aujourd'hui, travaillant uniquement par touche. Sur la première toile, j'avais inventé aussi une technique bizarre, dont je préfère taire le principe, permettant justement les détails les plus fins, les plus audacieux. Assez amusant, j'en conviens, mais contraire à l'impressionnisme, donc, j'ai vite abandonné ce type de travail pour m'attacher plus aux masses générales. Étape intermédiaire pour corriger l'éloignement de perspective et appliquer à la brosse des couleurs additionnées d'un agglutinant supplémentaire à base de différentes résines. Ceci selon une nouvelle technique de ma composition permettant beaucoup plus de souplesse dans l'exécution, évitant les embûts, facilitant les frottis dans le demi-frais.
des tonalités foncées étant utiles pour créer ensuite une profondeur dans les lumières qui viendront les superposer. Je travaille toutes mes toiles ainsi depuis quelques années, aussi bien en atelier qu'en plein air sur le motif. Les sensations de toucher dans l'exécution deviennent ainsi identiques d'une séance de travail à la suivante. Ces deux détails vous expliquent que dans les derniers rehauts, les superpositions en pleine pâte des couleurs très chargées en résine, alternativement à la brosse dure ou au couteau, les détails ne sont que secondaires. Ce n'est que la vision éloignée qui doit reconstituer le dessin, ce qui renforce l'impression de relief et de vérité, et surtout la luminosité devient, même si elle semble artificielle, plus réelle, paradoxalement. Voici exactement comment je conçois la peinture. Pour conclure, et rester dans mon obsession habituelle de la sincérité de l'émotion, même dans ce style très figuratif, évidemment impressionniste, il ne me vient qu'une idée, qu'une affirmation totalement d'actualité, cette citation de Jean de La Varande. Ne jamais oublier que nous demandons à l'art de nous faire goûter les qualités des hommes et non leurs défauts. Ainsi, nous ne serons pas pollués de factice, de superficiel, et d'inutilité. Comme derrière ces hauts murs, l'esprit dans l'art doit s'élever et non s'abaisser dans le néant. Avant de clore cette histoire, je vous invite à une courte promenade au milieu des vestiges de la marbrerie Saint-Clément. J'ai réalisé ce dessin à la plume et encre de Chine. Les murs dégradés viennent d'être assez bien restaurés et redonnent un peu de vie. Ce lieu sublime pourrait servir de cadre magnifique à des manifestations culturelles, mais rien n'est simple de nos jours. Peut-être un certain avenir nous le dira. Ceci est vraiment une étonnante expérience vécue par le peintre. Pouvoir se confronter avec lui-même, c'est-à-dire avec son travail dans deux périodes si éloignées de sa vie d'artiste, est sans aucun doute un enrichissement de l'esprit et de l'émotion. Une situation originale assez rare. Tout peintre se doit d'évoluer dans son approche de l'art, mais il ne doit pas se renier, il doit conserver sa propre vision qui ne peut pas être celle d'un autre, celle des autres. Cependant, tout l'art n'est-il pas d'être à même de se projeter universellement, autrement dit d'être compréhensible et accepté comme tel, sans avoir recours à des subterfuges d'explications obscures faussement intellectuelles ? Autrement dit, la vérité la plus simple dans le respect de tout ce qui nous entoure, pas d'iconoclaste et le monde sera vrai. La vision de cette abbaye m'enchante, elle est honnête, sans confusion, et moi qui ai la chance d'avoir vu de près ces deux toiles, je puis vous assurer avoir entendu comme un fond sonore de chants grégoriens apaisants. Je puis vous dire aussi que celle de 1966 a retrouvé sa signature et sa date. L'œuvre d'un peintre est de savoir transmettre le bonheur.